France et je suis très heureux de l'accueillir. Il est journaliste américain, Jared Taylor. Bonjour, merci de venir à TV Liberté à nouveau. Merci d'être en France et merci aussi de venir nous parler de la situation aux États-Unis et de son président, Donald Trump, bien sûr, qui conserve un soutien élevé dans l'opinion publique américaine. J'ai vu ça, il bénéficie de 44% d'opinion favorable encore. Pour vous donner une indication, le président Macron bénéficie, lui, de 29% d'opinion favorable. Donc la base électorale de Donald Trump reste solide, malgré les affaires politiques et malgré les outrances du président Trump. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Il y a tout d'abord le soutien des Blancs. Les Blancs ont beaucoup soutenu Donald Trump et ils ont voté, 60% des Blancs ont voté pour Donald Trump. Pour Hillary Clinton, les non-Blancs ont voté 75% pour elle. Donc il y a une base très solide chez les Blancs. Mais en même temps, il y a pas mal de Noirs et aussi d'Afro-Américains et aussi d'Hispaniques qui commencent à soutenir Trump parce que l'économie marche bien. Et surtout, c'est les Afro-Américains, le fait que Donald Trump, il ne veut pas laisser entrer des immigrants clandestins qui souvent prennent les travails que font les Noirs. Ils ont une certaine reconnaissance de ce faire aussi. Mais c'est surtout l'économie, je dirais, ainsi que cette base très solide chez les Blancs. On va reparler de l'économie. Le 6 novembre vont se dérouler aux États-Unis ce qu'on appelle ici les élections à mi-mandat. Je crois que ce n'est pas le même terme aux États-Unis, on ne dit pas à mi-mandat. Non, on dit mid-term, c'est la même chose. Mid-term, oui, mid-term, voilà. C'est la même chose. Oui. Elles sont rarement favorables, ça. On l'a vu historiquement, au pouvoir en place. Oui. Est-ce que Donald Trump peut renverser la vapeur et gagner les élections le 6 novembre prochain? Je suis pessimiste de ce point de vue-là. Probablement, comme toujours, il va perdre pas mal de sièges. Il est possible qu'il va perdre sa majorité dans le Congrès. Peut-être même dans le Sénat, mais c'est moins sûr, ça. Mais c'est vraiment, en certains termes, c'est un bouleversement chez plutôt les démocrates. Et je vais vous expliquer. Chez les démocrates, il y a eu quelques vieux classiques du Parti démocrate qui sont présentés aux primaires, qui ont été battus par les insurgents qui sont surtout des Afro-Américains et aussi des Hispaniques. Dans le Massachusetts, il y avait une grande surprise quand il y avait une femme, Ayanna Pressley, une noire, qui a battu le vieux blanc qui a été le préféré du parti. Même chose à New York. Et aussi pour les primaires, pour les gouverneurs de la Floride, aussi de la Géorgie. Il est possible que pour la première fois, il y aura un gouverneur noir et à Géorgie et en Floride. Et chez les démocrates, encore, c'était des insurgents noirs qui ont battu les vieux blancs qui étaient les préférés du parti. C'est un changement dans l'intérieur du parti qui devient de plus en plus le parti des non-blancs. Est-ce que ça veut dire que le Parti républicain s'adresse de plus en plus à une classe ou une catégorie d'Américains et les démocrates à une autre catégorie, que ce fossé se creuse encore? Oui, le fossé se creuse de plus en plus et c'est quelque chose qui est un peu délicat à dire, surtout en France où on hésite d'employer le mot race. Mais c'est interdit. Oui, c'est interdit. Mais en Amérique, on parle très couramment comme ça. Obama dirait qu'il était un homme noir, de race noire. On parle très crûment comme ça et c'est considéré comme normal. Mais le Parti des démocrates, ça devient de plus en plus le parti des Afro-Américains, des Hispaniques et des Asiatiques. Et le Parti républicain devient de plus en plus le Parti des Blancs. C'est peut-être quelque chose d'inévitable dans un pays qui devient de plus en plus multiculturel, multiracial. Et Trump avait reçu, c'est vrai, le soutien massif de ce qu'on appelle ici les petits Blancs, oui. C'est-à-dire les oubliés d'Obama. Ça représente, et de la croissance, ça représente quand même, les chiffres donnent à peu près 23-25 millions d'Américains qui ont entre 25 et 54 ans, donc qui sont en âge de travailler, qui sont délaissés, déclassés, abandonnés. Est-ce que la reprise économique que vous évoquez, elle bénéficie à cette catégorie d'Américains? Oui, ça, il n'y a pas de doute. En même temps, souvent, ces petits Blancs ont voté Obama.
Parce que traditionnellement, le Parti démocrate, c'est pour les ouvriers, les petits blancs, les petits afro-américains, tout le monde. Mais de plus en plus, le Parti démocrate, comme je viens de dire, ça a un peu laissé tomber les aspects économiques pour se concentrer sur les aspects plutôt identitaires, pour les immigrants, pour les homosexuels. Et l'aspect plutôt économique, ça a été délaissé par les démocrates, et les petits blancs trouvent que leurs intérêts sont plutôt servis par ce Mirabelais dictou, un républicain. Je suis en train de regarder les chiffres en matière économique. Vous dites bon, que l'amélioration est tangible, elle est visuelle, visible, pardon. Oui. Mais j'ai vu dans Le Monde quotidien de gauche en France que on se posait la question, est-ce que Trump finalement, est-ce que ça marche en matière économique, avec quand même une réponse qui est oui, un peu, mais je regardais les chiffres. Le président Trump s'enorgueillit d'une croissance trimestrielle de 4,2%. Oui. Ça a déjà été le cas, ce n'est pas inédit, ça a même été le cas sous Obama dans sa première mandature. Mais après la crise, ça c'était peut-être une petite redémarrage, mais ensuite on a perdu un peu l'essor. Et depuis le départ d'Obama, l'économie marche d'une manière bien mieux. Et il ne faut pas oublier que les Américains ont bien souffert pendant la crise de 2008. Et même s'il y avait une amélioration au début qui était à 4%, peut-être même plus, par rapport à ce qui se passe maintenant, on a une impression que vraiment l'économie s'est retapée et l'avenir est beau. Est-ce qu'on est toujours surpris, est-ce qu'on dit la puissance des États-Unis, bien évidemment, la puissance économique, et pourtant quand on est aux États-Unis, on s'aperçoit que la pauvreté est très présente dans des villes qui sont, on voit encore des villes quasiment abandonnées, totalement délaissées. On a bien évidemment quelques grandes villes qui à l'esprit. On voit même des infrastructures routières qui ne sont pas terminées ou qui sont délabrées. Comment on explique qu'un pays aussi puissant économiquement ne soit pas capable de faire ce que l'Europe a, c'est-à-dire en fait un réseau routier et une pauvreté au mieux maîtrisée, Une raison, c'est à cause du fédéralisme aux États-Unis. On a toujours beaucoup de pouvoir au niveau des États. Il y a des États qui, l'économie marche mieux que les autres. Et aussi à l'intérieur d'un État, il y a des comtés, il y a des villes. Et c'est pour cette raison qu'on trouve beaucoup de variétés. Mais en général, l'économie chez les Américains, ça marche très bien. Il est vrai qu'il y a une pauvreté qui est très visible, mais ça aussi, le nombre de gens qui sont les sans-abri dans les grandes villes américaines, leur nombre aussi, on voit des diminutions. Autre volet, bien évidemment, qui pose problème, c'est les reproches personnels que l'on fait au président américain en Europe. Oui. En France, bien évidemment. Et ce comportement personnel, je l'ai trouvé par des mots. En France, j'ai vu des éditorialistes traiter le président américain de crétin, de psychopathe. Et j'ai cette phrase d'Hillary Clinton qui vient de déclarer là, il y a 48 heures, « Trump est tombé encore plus bas que la barre déjà basse qu'il avait lui-même fixée durant sa vilaine campagne ». Sa vilaine campagne. Ce sont les termes traduits en français, mais c'était ça, c'est ça. Oui, oui. Partagez-vous ce point de vue. La bassesse. À vrai dire, Donald Trump n'est pas un gentleman. Ça, il faut le dire. Et moi, j'ai un grand faible pour les grands hommes de l'histoire américaine, comme le général Lee, comme Washington, comme Jefferson. Et de ce point de vue-là, j'ai du mal vraiment à admirer Donald Trump. Mais il ne faut pas laisser les côtés personnels deviennent un obstacle à la politique. Dans la politique, c'est la politique qui est le principal. Donc je tiens Donald Trump en dépit du fait qu'on peut très bien lui reprocher son comportement personnel. Là, je suis d'accord avec ces critiques. Est-ce que ce sont des critiques qui tiennent à sa personne ou qui tiennent au fait qu'il est de droite, républicain? Je regardais les derniers présidents américains. Oui. Il ne bénéficie jamais du soutien médiatique. Oui. Nixon, Reagan, considéré comme un acteur crétin, le président Bush père, je l'ai dit, un milliardaire crétin, le fils, un crétin. En regard de cela, Obama est formidable, Kennedy était drogué, pornocrate, etc., etc., mais formidable. Est-ce que, en fait, le fait d'être candidat des Républicains de la droite suffit à être, comment dire, médiatiquement attaqué? Oui, ça va
pratiquement sans dire. Ça, c'était le donné de base. Mais dans le cas de Donald Trump, il y a d'abord cette impression de la média que c'est un crétin tout d'abord parce qu'il est un homme de droite. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Son comportement personnel, ça rend les médias absolument folles. Je crois que dans l'histoire de tous les États-Unis, on n'a jamais eu un personnage qui a été aussi détesté que Donald Trump. Ça devient presque caricatural. Pendant la campagne, les journalistes du New York Times, il y en a qui ont dit franchement que normalement notre travail c'est d'être objectif, mais cette fois-ci pour prévenir la catastrophe d'une élection d'une telle personne, il faut absolument laisser tomber l'objectivité et décrire Donald Trump d'une manière tout à fait partisane. C'est une admission remarquable, mais pour sauver la démocratie, on parlait même de l'arrivée du fascisme aux États-Unis si Donald Trump est élu. C'était une haine vraiment débordée, sans précédent aux États-Unis, je dirais. Il ne fait pas grand-chose pour calmer le jeu. Non. Enfin, Donald Trump. Oui. Ah non, je crois que d'une certaine manière, il aime ça. Il aime provoquer la folie, cette hystérie chez la gauche. Je crois que de certains points de vue, il aime ça. Il fait ça délibérément. Est-ce que c'est un comportement personnel oui. qui est celui d'un provocateur, est-ce que ça ne cache pas derrière une politique qui ne change pas véritablement? En matière d'immigration, la gauche crie, le président Trump provoque, mais bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit la réduction du quota des réfugiés qui va passer de 45 000 à 30 000 en 2019. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on a réglé l'immigration aux États-Unis? Loin de là. Hein. Depuis quelque temps, on a l'immigration légale de presque 1 million de personnes. Ainsi, si on baisse le nombre de réfugiés de 100 000 jusqu'à 20 000, 35 000, ça ne change pas grand-chose. Aussi, en même temps, il y a l'immigration clandestine. Maintenant, on ne sait même pas combien de clandestins il y a aux États-Unis. On cite souvent le chiffre de 11 millions, mais peut-être c'est 15 millions, on ne sait vraiment pas. Et il y a quelque chose que je reproche un peu de Donald Trump. Il a dit qu'il allait renvoyer chez eux tous les immigrants clandestins. Il n'a pas vraiment fait grand-chose dans ce domaine. Il avait promis de construire ces grands murs très beaux sur la frontière mexicaine. Il n'a pas fait ça non plus. Mais il est vrai, il a baissé le nombre de réfugiés et aussi, il a, par rapport à Obama, qui a plus ou moins totalement laissé à côté le problème des immigrants clandestins une fois à l'intérieur des États-Unis. Donald Trump, au moins, cherche à renvoyer chez eux ceux qui ont commis des crimes, etc. Ça va mieux qu'avant. Mais c'est vraiment le parti émergé de l'iceberg, ce qu'il a fait en ce qui concerne l'immigration. Les immigrations clandestines, on pourra vous dire que c'est une immigration qui pose un problème économique aux États-Unis. Ce n'est pas un problème civilisationnel. L'immigration clandestine, elle est majoritairement hispanique. Ça ne pose pas un problème de civilisation aux États-Unis. Ça ne change pas la civilisation américaine. Si, vous croyez? Oui, je crois bien. Parce que au moment, jusqu'en 1965, les États-Unis avaient une politique d'immigration qui a été pour but de maintenir la majorité européenne aux États-Unis. C'était explicite. Et à ce moment-là, on a changé de loi. On avait promis au peuple américain, ça ne changera pas grand-chose. À ce moment-là, le pourcentage des Blancs aux États-Unis, c'était à 85%. Et maintenant, c'est à peu près 62 ou 3%. Et selon les projections, les Blancs deviendront minoritaires à 2040 à peu près. Et si au moment du Congrès, on avait dit, si vous passez ces lois-là, si ça devient vraiment la politique immigration des États-Unis, les Blancs vont devenir minoritaires en 80 ans. 80 ans. Alors, on n'aurait jamais accepté cette loi. Je sais que vous connaissez bien, et vous faites partie de ce qu'on appelle aux États-Unis l'alt-right, c'est-à-dire, on a trouvé les termes français, c'est une dissidence de la droite classique. Oui. Ce sont, on pourrait dire, un mouvement patriotique, nationaliste, identitaire aussi. Tout à fait. On va donner des termes français. On a eu l'impression, alors, parce que déjà la presse française était horrifiée, que c'est parti sur les chapeaux de roue et que finalement, c'est en train de faire pchit, c'est-à-dire que c'est en train de décliner. Est-ce que c'est un sentiment, une erreur d'appréciation? Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier.
ce qui a vraiment suscité cet intérêt à alt-right, si vous voulez, c'était que tous les dissidents et les identitaires soutenaient Donald Trump. Et c'était pendant la campagne, pour diaboliser Donald Trump, que la gauche, la média, la grande média, ont dit « Mais regardez ces sales racistes, ces sales nationalistes qui soutiennent Donald Trump ». Et c'était un effort pour lier Donald Trump aux gens qu'il ne connaissait même pas. L'idée, c'était de dire que, bon, si quelqu'un comme Jared Taylor, si lui, il soutient Donald Trump, ça veut dire que Donald Trump pense exactement de la même manière que ces sales personnages de l'extrême droite. Et c'est eux qui ont vraiment mis la lumière sur cet alt-right, ces mouvements identitaires. Et une fois élus, ils étaient un peu obligés de continuer l'idée que Donald Trump, il reflète les idées du alt-right, des identitaires, ce qui n'a jamais été le cas. C'était pendant la campagne, en tant qu'effort de diaboliser Donald Trump, qu'on a mis toute cette attention sur un mouvement qui était tout petit et qui continue à grandir, mais qui n'a jamais été géant et qui n'a jamais influencé Donald Trump, quant à moi. Alors de l'autre côté, parallèlement à l'alt-right, il y a ce qu'on pourrait appeler l'alt-left, c'est-à-dire une extrême gauche, on dit en France antifa, antifasciste, qui radicalise la société américaine. On le voit dans les médias américains, on le voit aussi sur les campus, où vraiment la violence, c'est une violence qu'on n'avait pas rencontrée jusque-là. Oui, aux États-Unis, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Et c'est assez surprenant, les gens qui s'habillent tout en noir, qui mettent des casquettes, des bandes noires sur le visage pour qu'ils soient méconnaissables et qui s'attaquent aux manifestants. Oui, c'est quelque chose de nouveau chez nous. Apparemment, c'est quelque chose qui a déjà existé en Europe, les antifas, les antifascistes. Les bad blocs, vous voyez, on a oui, les black blocs, oui. Mais il y a certains identitaires et nationalistes qui disent que c'est un bon cadeau pour nous. Parce que si jamais il y a une manifestation, des gens qui sont contre l'immigration clandestine, qui sont attaqués d'une manière non provoquée par ces barbares, même le média gauchiste, les gens là vont se dire, mais qui sont les méchants, qui sont les bons là-dedans? Les gens qui pratiquent une violence absolument non provoqués, ou les gens qui sont là pour parler librement avec leurs opinions. Et ces black blocs, cette alt-left, est-ce que la loi s'applique à eux de manière très dure? Parce que je croyais qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression, et je croyais qu'aux États-Unis, la Constitution avait ce mérite de protéger la liberté d'expression. La Constitution a des contraintes uniquement sur l'État. Les sociétés privées peuvent faire n'importe quoi. Et c'est maintenant ce qu'on voit en ce qui concerne les comptes de Twitter, de Facebook, de Google, qui sont en train d'être bannis. Et bien sûr, c'est presque uniquement les nationalistes, les identitaires, les gens de droite qui sont bannis. Pratiquement jamais les gauchistes. Mais en même temps, il y a beaucoup de sénateurs et de congressmen aux États-Unis qui disent « Bravo, nous, on ne peut pas silencier ces gens-là, mais vous, en tant que société privée, vous pouvez le faire. » Il y a même un sénateur, Chris Murphy, de l'État de Connecticut, quand il y avait ce grand effort de silencer les gens qui sont identitaires et dissidents, il a dit « il faut faire ça parce que la démocratie américaine en dépend ». Ça, c'est quand même spectaculaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un sénateur qui dit que la démocratie américaine dépend de la censure. C'est tout à fait remarquable. Mais les idées américaines, maintenant, c'est le dogme. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas contester, et si on les conteste, on mérite d'être censuré. Le président Trump a dit qu'il était opposé et attristé par ces suppressions de comptes Facebook, Twitter, de personnalités qui sont quelquefois assez proches de lui. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose? Jusqu'ici, ça n'a rien changé.
Mais il est possible qu'avec des réglementations présidentielles, il pourrait peut-être changer, mais il faudrait quand même changer la loi pour traiter ces Twitter, ces Facebook comme la compagnie d'électricité, par exemple. Même si vous êtes une salle, quoi que ce soit, la compagnie d'électricité ne peut pas vous priver d'électricité. Mais maintenant, Twitter, Facebook, ça devient vraiment le square public pour vous exprimer. Si vous n'avez pas le droit d'accéder à ces logiciels-là, vous êtes vraiment coincé. Donc, il joue un rôle qui est sans précédent en Amérique. Il faut quand même une réglementation différente pour ça. Et ce que je trouve aussi très intéressant, même les étrangers, les gens qui habitent en France, les gens qui habitent en Myanmar, par exemple, ils peuvent avoir leur compte retiré par une société qui n'aime pas leur propre pays. C'est quand même une forme d'impérialisme intellectuel qui est vraiment insupportable. Dernière question, elle est simple, mais elle pourrait nous amener à des heures de réponse. C'est, vu des États-Unis, oui. Comment vous jugez Emmanuel Macron, le président français, notamment en matière internationale? Est-ce que vous suivez déjà l'actualité française? Vous parlez un excellent français, on le voit. Est-ce que vous suivez l'actualité française? Pas suffisamment de près. J'étais très encouragé du fait que le premier personnage de l'extérieur politique qu'il avait invité, c'était Vladimir Poutine. Et je me suis dit, voilà, quelqu'un qui comprend mieux la situation géopolitique, qui va renouveler les rapports avec la Russie. Je crois que ce que fait les États-Unis dans ce domaine, c'est tout à fait stupide. Je crois que la Russie, ça devrait être un grand allié des États-Unis. Mais apparemment, ça ne marche pas très bien. C'était un geste qui avait peut-être un certain éclat, mais ça n'a pas mené à grand-chose. Franchement, à part ça, j'ai un certain honte de dire que je ne suis pas tellement de près. Une fois que les élections finies, c'était Emmanuel Macron, je ne fais pas tellement attention. Je devrais le faire, mais je n'en fais pas. Est-ce que ça veut dire que c'est vous, Jared Taylor, qui ne regardez pas ce qui se passe en France, ou est-ce que les Américains tout court ne regardent pas ce qui est en France? Parce que la France, aujourd'hui, c'est un pays qui est moyen, de dimension moyenne, de puissance moyenne. Dites-le nous, hein. L'Américain moyen, s'il regarde Washington DC, ça c'est déjà quelque chose. Regarder à l'étranger, c'est quelque chose de très extraordinaire. Les Américains sont concentrés sur eux. Non, je devrais faire plus attention à la France, et je m'excuse. C'est tout excusé. Tout excusé. Merci en tout cas de vous être exprimé dans un excellent français, je le redis. C'est toujours un plaisir de vous accueillir et d'avoir votre point de vue, qui est un point de vue différent, qui est un point de vue dissident, mais qui est un point de vue important. Merci, Jared Taylor. C'est un grand honneur. Merci beaucoup.